Rebonjour à toutes, rebonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. On est toujours ici dans l'hôtel de région de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, où les invités de qualité se succèdent sur ce plateau pour vous, futurs étudiants, lycéens. Alors cette journée aujourd'hui est consacrée plutôt aux élèves de première. C'est la dernière séquence où on a des invités. La prochaine séquence, nous aurons des invités, mais là ils se mettront à votre disposition totale et entière, j'ai envie de dire, puisque entre 19h et 20h, pour terminer la journée, nous aurons ce fameux téléphone sonne. Nous répondrons à vos questions. Si vous avez des questions, il est encore temps d'appeler à ce numéro qui est juste là. Hop là, le voilà. 05 57 2 fois, 73 2 fois. Numéro sans taxe, sans surtaxe, appel gratuit depuis n'importe quel téléphone. Exactement. Et pendant ces derniers 3 quarts d'heure, avant de passer au téléphone sonne, eh bien on va parler de vie sociale, on va parler de vie étudiante avec nos invités. Bonjour Bernadette Pacalin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bernadette, vous êtes déléguée académique relations européennes, internationales et à la coopération. Au rectorat de Bordeaux, exactement. Donc, ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est ouverture à l'international pour les établissements scolaires et mobilité pour les élèves du second degré, également pour les étudiants et plus spécifiquement les étudiants de BTS en ce qui nous concerne. Parfait. Voilà. Et on va parler de Merci mobilité. de m'accueillir sur votre plateau. Merci à vous d'être là. On parlera de mobilité parce que c'est important aussi quand on a envie de faire des choix. Oui. Parfois, on n'a pas envie de bouger, donc c'est important d'être bien accompagné pour ça. Bonjour aussi Frédéric Charleux. Bonjour. Frédéric, vous êtes chef de service vie étudiante au Crous Bordeaux. Oui, tout à fait. C'est ça, ça consiste en quoi? Donc responsable du service qui pilote l'attribution des bourses, des logements, mais également l'accès à la culture et l'accueil de tous les étudiants de l'académie bordelaise. Parfait, et on reviendra bien évidemment aussi sur tout ça. À ma gauche, nous avons également Agathe Mirebeau. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Agathe, responsable de l'antenne de La Rochelle, AFEV. AFEV à La Rochelle, oui, délégué ça. territorial. Alors Tout à derrière AFEV, qu'est-ce que ça veut Alors, dire? Association de la Fondation étudiante pour la ville, c'est une association d'éducation populaire qui a une trentaine d'années, qui notamment, son plus gros projet est du mentorat des étudiants qui accompagnent des plus jeunes qui sont en difficulté dans leur parcours, mais depuis peu aussi des étudiants qui accompagnent d'autres étudiants primo-entrants à l'université. Ok, super, de l'entraide, voilà. C'est peut-être parfois l'aide qu'on n'a pas eue, et ben on vient la donner juste après. Merci beaucoup. Et également Corinne Esquirel. C'est bien ça, Esquirol. Esquirol. Pardon Corinne, chargée d'information Info Jeunes en Nouvelle-Aquitaine, c'est bien ça? Ça consiste en quoi Oui, là aussi? Bonjour. Le réseau Information Jeunesse, c'est plus de 100 structures en Nouvelle-Aquitaine qui donnent un premier niveau d'information à tous les jeunes sur tout ce qui peut concerner leur quotidien. Donc ça peut être des infos sur le logement, sur le job, partir à l'étranger, s'engager, faire du bénévolat. Voilà. Mesdames, pour les 3 quarts d'heure qui arrivent, votre mission, si vous l'acceptez, sera d'éclairer nos futurs étudiants sur la vie étudiante en général. Alors les bourses, les aides, le logement, la restauration, l'action sociale, santé, culture internationale, job et également l'engagement. Vous acceptez la mission? Challenge accepted. Magnifique. On va peut-être commencer par les bourses pour le coup. Alors je me tourne vers vous. Je crois que je suis bon normalement. Frédéric, quand on parle de bourse, alors qui peut y accéder? Comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai que parfois on se pose la question, voilà, on a envie de faire des études, mais on n'a pas forcément les moyens d'y accéder. Mais ce serait dommage de se fermer des portes. Et là aussi, on peut être accompagné justement. Effectivement, donc nous, au Crous de Bordeaux, nous accompagnons près de 37 000 boursiers. Les prérequis et les conditions sont multiples. D'abord, des conditions en lien avec la nationalité ou des conditions d'existence et de vie sur le territoire depuis près de 2 années pour les étudiants internationaux, étrangers en tout cas vivant en France. Vous avez en tant qu'étudiant la possibilité du coup de formuler et de déposer un dossier social étudiant. Donc c'est vraiment le préalable pour obtenir une bourse et être accompagné dans le cadre de ces études. Donc les bourses sont liées à différents critères, donc d'éloignement du lieu d'études, mais aussi de revenus fiscaux des parents ou de la situation isolée d'un étudiant qui est indépendant. Et elles sont également liées à des points de fratrie, si vous avez également des frères et sœurs qui sont eux-mêmes étudiants ou d'autres enfants rattachés au foyer fiscal des parents. Donc le point vraiment central dans le cadre de l'obtention des bourses, c'est bien constituer son dossier social étudiant sur une plateforme qui est celle de Mes Services étudiants, plateforme en ligne. Et la campagne de bourse est donc ouverte depuis le 20 janvier de cette année.
et elle court jusqu'au 15 mai. Donc l'indispensable pour les futurs étudiants, c'est bien de déposer un dossier social qui sera instruit dans le cadre d'une demande de bourse. Ils ont encore 2 mois. Voilà, ils sont encore dans les temps. Mais il faut y aller, ne pas hésiter à déposer dès à présent son dossier social étudiant, puisque les boursiers, derrière, peuvent également accéder à une demande de logement et sont prioritaires aussi dans le cadre des attributions de logements au sein de notre parc. Donc, plus la demande est étudiée en amont et à partir du moment où le dossier social étudiant est accepté, une demande de logement peut en découler. Et alors, vous l'avez dit, ça se fait là, on a encore 2 mois pour le faire. Et ça, c'est pour à quel niveau? Enfin, parce que là, aujourd'hui, on s'adresse aux élèves de première, mais est-ce que c'est déjà ou ce serait plutôt pour des élèves de terminale dans ce cas-là? C'est la terminale, effectivement, qui est le point de démarrage pour une ouverture de droit à bourse en tant qu'étudiant. C'est ça, mais c'est Pardon, allez-y. Il faut être attaché du coup à une université ou à une formation qui est habilitée à recevoir des étudiants boursiers. Exactement. Donc c'est important pour les parents et les élèves qui nous regardent aujourd'hui, qui sont potentiellement en première, de se dire qu'ils peuvent déjà préparer et c'est possible de commencer à se renseigner sur toutes les bourses pour justement après choisir la voie qu'on a envie de prendre. D'autant que les campagnes d'année en année se situent aux alentours du même calendrier. D'accord, et ça, je suppose qu'un petit peu comme toutes nos vies respectives, ça devait être quand même pas mal chamboulé avec la crise sanitaire. Et voilà, il y a peut-être des infos qui sont passées remontées. Toi, tu le sais maintenant, mais j'ai ma fille qui est en première année de fac ici à Bordeaux, et voilà, je ne savais pas qu'il y avait des dossiers à poser. Donc je l'apprends comme ça, mais c'est vrai que ça sert tout le monde. C'est pour ça que même les personnes qui sont sur le plateau, ça nous sert. Et ce qu'il est important de savoir effectivement, c'est que pour renouveler une demande de bourse, il faut bien évidemment déposer un nouveau dossier social étudiant. Donc voilà. Ah oui, non, on en a fait 0 pour l'instant. Comme ça, au moins, on est un petit peu en retard, comme d'habitude. Donc il est temps d'agir. Exactement. Et alors, des aides, il y en a d'autres, j'imagine. Et quelles sont-elles dans ce cas-là et qui pourrait, entre vous, nous orienter sur les potentielles aides? Parce que là, on parle de bourse, mais est-ce qu'il y a potentiellement d'autres moyens d'être accompagné pour ces études? Je peux. Allez-y, comme vous voulez. Alors pour les études à l'étranger, évidemment, dans l'enseignement supérieur, ce sont les étudiants Erasmus. Oui. Qui partent en stage ou bien au séjour d'études à l'international. Donc dans ces cas-là, c'est géré par le service des relations internationales de chaque université ou d'une école d'enseignement supérieur. Dans le second degré, c'est un petit peu différent puisque le dispositif de mobilité est en plus entre les mains des équipes éducatives et des enseignants donc, qui, eux, portent des projets Erasmus+, par exemple, ou des projets dans le cadre du franco-allemand avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et qui déposent des dossiers de candidature et qui permettent d'obtenir des financements pour favoriser la mobilité de classe, des échanges dans le cadre de l'OFAGE, ou bien dans le cadre des lycées professionnels, dans le second degré, la mobilité de stage pour effectuer ces stages de formation en milieu professionnel, les PFMP, comme on les appelle, dans une entreprise en Europe. Et alors ça, à partir de quand on peut bouger, j'ai envie de dire tout simplement, aller à l'étranger? Vous avez des élèves du premier degré qui commencent à bouger déjà, toujours avec leurs enseignants. Ils sont plus rares, certes, mais il y a parfois des classes qui sont amenées à l'étranger dans le premier degré. Donc, le programme Erasmus+, par exemple, c'est de la maternelle jusqu'au milieu étudiant. Okay, donc plus possible, les professionnels, plus le personnel également. Ouais. Alors moi, j'ai une petite question à vous poser au sujet d'Erasmus. Erasmus, à mon époque, on pouvait aller faire des études supérieures en Union européenne. Oui. Aujourd'hui, concrètement, si j'ai le désir d'aller apprendre à Londres, est-ce que ça marche toujours ? Vu qu'ils ne font plus partie de l'Union. Pour Londres, c'est un petit peu différent. Alors, dans le cadre d'Erasmus+, non, ce n'est plus possible, puisque c'est les pays de l'Union européenne. Voilà. Par contre, au niveau des universités, mais là, c'est moins mon domaine, c'est vrai, mais au niveau des universités, il existe encore des accords de coopération entre les universités et qui permettent la mobilité des personnels et des hors Union européenne. Et le programme Erasmus+, peut également... dans certains cas, est ouvert également à des pays du monde, en dehors de l'Europe, notamment au niveau universitaire. Ok, merci beaucoup. Voilà.
Et alors, il y a d'autres aides dont on peut parler aussi, bien évidemment. Il y a des aides à la restauration aussi. Alors, je ne sais pas exactement jamais vers qui me tourner, mais là aussi, comment on peut... en fait, moi, j'ai envie de comprendre, et aussi pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, à qui s'adresser quand on a... voilà, là, on l'a compris avec le Crous. Est-ce qu'il y a d'autres aides c'est via le Crous également? Pour le coup, voilà, je fais... alors, je ne connais vraiment pas la réponse, donc c'est pour ça que je la pose comme ça, mais il y en a peut-être d'autres qui se posent cette question. Moi, je voulais juste parler en complément de ce que disait Frédéric sur les bourses d'enseignement supérieur. Par exemple, pour un jeune qui s'oriente après le bac sur des études dans le secteur sanitaire et social, il y a la région Nouvelle-Aquitaine qui finance des cursus d'études pour les métiers du sanitaire et du social. D'accord. Et là, alors là, comment ça se passe concrètement si je suis élève, j'ai envie d'aller dans ce secteur-là? Il suffit d'aller sur le site du Conseil régional aide jeunes Nouvelle-Aquitaine. Et il y a tous les dispositifs et toutes les aides, financières ou pas, délivrées pour aider les jeunes étudiants. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, si je peux compléter du coup en matière de restauration au niveau du Crous. Donc nous proposons une tarification sociale au niveau de tous nos restaurants universitaires et structures de restauration. Donc c'est 3,30 € la tarification du repas. Et aujourd'hui, dans le cadre de la crise et jusqu'à la fin de l'année universitaire, les boursiers bénéficient d'une tarification à 1 €. Très bien. C'est très bien. Et alors justement, quand on cherche des aides, il y a des associations comme la vôtre qui peuvent... peut-être pas une association, moi je dis une association, mais... Si, on est une association. Voilà, vous êtes une asso. Tout à fait. Une de nos missions, justement, c'est de répertorier toutes les aides qui existent pour les jeunes. Que ça se situe au niveau des études, du logement, aide pour passer le BAFA, passer un permis de conduire. Donc, on fait une veille, en fait, sur tous ces dispositifs pour pouvoir informer les jeunes. Alors, on n'est pas prescripteur. Oui. On est juste là pour les informer et ensuite les orienter vers l'organisme ou la structure compétente. Permis bateau. Permis bateau, voilà, je le dis. J'allais dire permis de conduire ou permis bateau si on est à La Rochelle. Potentiellement, je sais pas. On n'a pas beaucoup de demandes permis bateau sur Bordeaux, mais permis de conduire. Non, mais peut-être à La Rochelle, et je fais le lien. Il y a pas trop d'étudiants qui se déplacent à l'université en bateau, mais bon, peut-être que traverse le port des Minimes. Et Agathe, de votre côté, avec la FEV, justement. Alors, avec la FEV, en termes d'aide, c'est plutôt aide à l'intégration dans la vie étudiante. C'est vrai que nous, c'est plutôt le volet engagement, comment l'engagement à l'université fait en sorte qu'on s'intègre bien parmi d'autres personnes sur le campus, qu'on puisse aussi bien vivre sa vie d'étudiant et s'intégrer aussi sur le territoire. Donc c'est vrai que la FEV, c'est cette année au niveau de la Nouvelle-Aquitaine 1700 étudiants qui sont engagés à nos côtés. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée de communauté aussi étudiante. Donc les futurs étudiants à qui on s'adresse ce soir, c'est s'ils veulent, la question de la solidarité, s'ils veulent s'engager pour un autre, il y a ce gros projet de mentorat. Donc c'est en fait des étudiants qui accompagnent 2 heures par semaine un jeune qui est en difficulté dans son parcours, qui l'accompagne sur la question scolaire, mais pas que, sur aussi l'ouverture culturelle, sur aussi la confiance en soi, les questions d'orientation qui peuvent aussi stresser des jeunes. Donc voilà, à travers aussi l'engagement, c'est aussi se sentir utile sur son territoire, et donc ça aussi participe au fait de se sentir bien dans son parcours. Et puis aussi, pour des étudiants, enfin futurs étudiants qui se sentiraient un peu fragiles, la question de la décohabitation qui peut des fois aussi être stressant, l'arrivée à l'université avec de nouveaux codes, se repérer sur un campus, voilà, des choses qui peuvent être un peu stressantes. On a développé depuis quelques années du mentorat donc inter-étudiants, ou des étudiants qui sont déjà étudiants, donc soit sur le même campus, soit déjà qui étaient étudiants dans d'autres villes auparavant et qui connaissent aussi les difficultés de s'intégrer sur le campus, peuvent faire appel à des mentors et donc être accompagnés, soutenus par d'autres étudiants qui ont été dans la même situation qu'eux une année ou plusieurs années auparavant. Ouais, voilà. Je vais mettre ça en parallèle avec ce qu'on a eu tout à l'heure. On avait responsable de l'université Montaigne à Bordeaux qui nous expliquait exactement la même chose. C'est-à-dire que vraiment, on fait l'accompagnement maintenant. On ne lâche pas dans le grand bain de l'université les bacheliers, on les accompagne et on disait que c'était très bien et on continue à le penser parce que c'est vrai que c'est important. C'est beaucoup de changements. Alors tout à l'heure, je vais redire, mais c'est vrai que je pense à ces lycéens qui viennent de petites structures.
et qui se retrouvent lâchés sur les campus. C'est jamais évident. Et pourtant, les solutions existent. Il suffit, comme pour l'orientation, d'y aller, de pousser les portes, d'aller poser des questions, d'être curieux. Et on est toujours récompensé. Et ça, c'est très, très bien. On n'est jamais seul quand on embrasse un parcours de formation. Encore moins lorsqu'on est jeune, évidemment, parce qu'on a besoin de plus d'aide, on a moins d'expérience dans la vie. Et c'est pour ça donc, que nous avons ces 4 intervenantes avec nous sur cette fin de journée. On parle de votre vie étudiante, on parle de toutes ces améliorations, on va dire, que l'on peut suivre lorsqu'on est étudiant. Complètement. Et Agathe, moi je me posais aussi la question, parce que dans les 1700 personnes dont vous parlez, c'est donc des personnes qui accompagnent d'autres étudiants. C'est 1700 bénévoles qui donnent... accompagnent soit des étudiants, soit des plus jeunes. Oui, soit des élèves, soit des étudiants, exactement. Voilà. Ouais. Et alors peut-être qu'on ne sait jamais, il y en a qui nous regardent. Comment on fait pour rejoindre dans ce cas-là, et là aussi pour s'investir? Et même peut-être ça peut donner envie aux élèves qui nous regardent de première, qui dans 1 an et demi à peu près, si mes calculs sont bons, pourront aussi, alors peut-être pas encore rejoindre l'association, vous me direz. Peut-être pas dès le début. Si. Ah si, okay, on a beaucoup de bénévoles qui sont en L1 et qui débarquent à l'université. Donc c'est rejoint.fef.org si on veut devenir mentor. Et après, pour être mentoré, donc être accompagné par d'autres étudiants, là, normalement, il y a un mail qui part des universités pour informer les étudiants de ce dispositif-là. Et sinon, si jamais, malencontreusement, le mail n'est pas arrivé sur leur boîte mail, moi, je les invite, ces futurs étudiants qui voudraient être accompagnés, à aller sur les réseaux sociaux, tout simplement, donc Instagram, Facebook, et taper AFEV et la ville de leurs études. Voilà. Et je voulais revenir aussi parce que sur la question du logement aussi, parce que c'est vrai qu'on développe aussi un programme qui s'appelle les CAPS, les colocations à projets solidaires, et donc qui mêle là engagement et logement. Donc en fait, on permet à des étudiants de vivre ensemble en colocation dans des quartiers prioritaires, avec comme motivation d'avoir envie de mener des actions de solidarité dans le quartier où ils résident. Et donc, ces étudiants-là bénéficient d'un loyer très modéré, parce que c'est dans le parc social. Donc, voilà. Donc, il y a cette possibilité-là. On a presque 50 étudiants à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine qui sont dans ces colocations-là, sur Bordeaux et sur La Rochelle. Et puis, à l'échelle nationale, c'est presque 1000 étudiants. Donc, c'est un programme qui se développe pas mal. Je vais peut-être dire une bêtise, mais concrètement, je bénéficie de cette aide donc, pour avoir un logement à loyer modéré. En échange, j'offre 2 heures du soutien scolaire pour la MVC du quartier. C'est des choses comme ça. Je vais peut-être donner mon temps pour le club de foot du quartier, pour aller encadrer des jeunes. C'est exactement ça. C'est les deux cumulés. C'est à la fois possibilité de faire du mentorat et d'accompagner un jeune. Donc ça dépend des villes, mais en tout cas à La Rochelle, c'est systématique. L'étudiant qui est en colocation va accompagner un jeune du même quartier que lui, donc c'est-à-dire des fois même dans le même immeuble. Et puis ensuite, c'est monter des petites actions. Alors ça, c'est très dépendant aussi des besoins du territoire et de ce que les étudiants ont envie de porter sur leur quartier. Mais ça peut être, je sais qu'à La Rochelle, par exemple, c'est un petit café ambulant. Donc ils occupent l'espace public et puis ils font du lien social dans le quartier. Ils animent et aussi des petits goûters pour les enfants du quartier le dimanche où il ne se passe pas grand-chose. Voilà, c'est des petites actions de solidarité comme ça qui changent concrètement le quotidien, qui font de la mixité sociale aussi dans ces quartiers-là, qui amènent des étudiants qui n'étaient pas forcément présents dans ces quartiers. Et je me demande aussi encore sur quels sont les retours aussi bien des étudiants mentors que des étudiants mentorés. Est-ce que là, j'imagine avec du recul, vous pouvez nous partager là aussi, est-ce que ça fonctionne en fait? Alors, ça fonctionne bien parce que c'est assez souple, c'est-à-dire que c'est de jeune à jeune, donc c'est de pair à pair, donc ça c'est vrai que c'est apprécié. À la fois pour le mentor, c'est ce que je disais déjà, c'est ce sentiment d'utilité avec des fois on leur demande pas des compétences particulières, c'est juste j'ai été étudiant, j'ai été dans ta situation les années précédentes, j'ai ce recul-là d'une année, de plusieurs années, et donc voilà, je vais te donner les informations que j'aurais aimé avoir à l'époque, qui va faciliter peut-être ton intégration. Je vais te faire rencontrer peut-être des amis, les lieux que moi j'apprécie dans une ville, les petits tips en tant qu'étudiant.
Voilà pour les mentors. Et puis on travaille beaucoup sur la question de la valorisation des compétences aussi liées à l'engagement. Donc ça c'est important pour nous aussi que les mentors repartent aussi avec des compétences à valoriser dans leur cursus et pour leur future vie professionnelle. Et puis pour les mentorés, c'est voilà, ce sentiment d'avoir été soutenu, de rencontrer du monde. Et en tout cas pour les étudiants, je ne sais pas si vous voulez, pour les enfants qui seront accompagnés sur les quartiers, c'est ce sentiment aussi d'être fier aussi d'être accompagné par quelqu'un qui passe du temps aussi avec lui. Et puis surtout gagner en confiance, en fait. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1 de ces accompagnements. Ouais, c'est génial parce que c'est à la fois donnant aussi, parce que quand on est mentor, on apprend aussi énormément des personnes qu'on accompagne, quoi, en fait. C'est ça qui est génial. Et puis les mentorés vont être peut-être de futurs mentors aussi. C'est ça. C'est ça qui est chouette. C'est cette idée de transmission et de recherche quelque part aussi de modèles. On en parlait tout à l'heure avec notre sophrologue qui était avec nous sur le plateau. On avait un thème qui s'appelait la confiance en soi. Donc, et on parlait aussi que des plus aguerris peuvent donner cette confiance-là. Corinne, moi je me demande, quand vous êtes donc chargée d'information à InfoJeunes, quelles sont les questions principales qu'ils viennent poser? Qu'est-ce qu'ils recherchent en fait? Un étudiant qui arrive sur Bordeaux, un étudiant et ses parents, enfin sa famille, c'est le logement. Ouais. Alors s'ils ne sont pas boursiers, parce que quand ils sont boursiers, en général, voilà, ils peuvent bénéficier des résidences du Crous. Quand ils ne le sont pas, il faut trouver un logement. Et dans les grandes villes universitaires, alors on parle de Bordeaux, mais on parle de plus en plus de La Rochelle et de Poitiers aussi. Je crois que Limoges est un peu épargné, mais c'est vrai que les loyers sont rares et chers. Oui. Donc il faut qu'ils s'y prennent. Dès qu'ils savent en fait dans quelle ville ils vont étudier, ils commencent leur recherche à ce moment-là. Et nous, on est là pour les conseiller dans l'organisation de la recherche, des sites où ils peuvent trouver des offres de logement, les dossiers à constituer, que tout soit prêt parce que la concurrence est rude. Donc le dossier doit être prêt à donner aux propriétaires. Et puis surtout toutes les aides financières dont ils peuvent bénéficier. Alors c'est quoi justement? Alors déjà, quel site vous auriez à recommander pour le coup pour trouver un logement et quel type d'aide on peut... Alors on en a un petit peu parlé, mais... Alors il y a beaucoup de sites. Il y a déjà le site du Crous, Lokavitz, qui s'adresse aux étudiants. Oui, et enfin... En tout cas, pour les demandes de logement au sein du parc du Crous, on a quand même 55 résidences et près de 10 500 places sur l'académie. Donc, on est quand même aussi en capacité de proposer effectivement un grand nombre de logements. Toutes les informations sont bien évidemment en ligne sur le site du Crous à la rubrique « Trouver un logement ». Alors, vous avez la possibilité, en tant qu'étudiant bénéficiaire d'une bourse, mais aussi en tant qu'étudiant international, de répondre à ces procédures qui sont mises en ligne. Et on a aussi un site Lokavitz qui, effectivement, propose les logements chez les particuliers. On est en lien avec un relais d'information pour essayer de maximiser toutes les chances en termes de recherche de logement, puisqu'effectivement, c'est un point absolument Et l'objectif, voilà, c'est d'essayer. Il y a de nouveaux dispositifs qui se sont créés parce que louer une chambre ou un studio ou même un T1 sur Bordeaux chez un particulier, c'est hors de prix. Donc c'est vrai qu'on les informe aussi sur le logement intergénérationnel, sur la colocation. Alors le dispositif de la FEV, mais il y a aussi la CLEF qui a monté Cop Coloc sur Bordeaux, après Paris. Voilà, on essaie de leur dire que parfois une chambre aussi chez l'habitant, on trouve en ce moment par exemple sur Bordeaux beaucoup plus de chambres à louer que de studios ou de petits appartements et ça reste les chambres chez des particuliers à des prix correct, en tout cas, voilà. On va regarder, là, dans les écrans, va apparaître un site internet, voilà, regardez. Jeune à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Alors, c'est toutes les informations pratiques, utiles, bons plans, conseils, actus, voilà, pour les jeunes. Alors, pour le logement, pour trouver un job, pour s'engager, être bénévole, pour partir à l'étranger, mais aussi se déplacer par rapport à la mobilité, les bons plans, les réductions pour les jeunes. Voilà, toutes les aides dont peuvent bénéficier un jeune.
Ouais. Complètement, parce que ça, quand on n'est pas forcément du coin, quand on vient d'un petit peu loin, c'est important aussi de savoir comment oui, on peut... Oui. Ce qui Et se il y a passe. une structure, bon moi je suis InfoJeune Bordeaux, mais dans chaque ville universitaire, il y a un centre InfoJeune où chaque jeune va retrouver exactement les mêmes thématiques, les mêmes informations. On édite des petits guides qui sont distribués gratuitement dans toutes les structures InfoJeune, trouver un job, trouver une location, trouver un logement, avec justement toutes les aides qui sont apportées au niveau national, régional. Donc ils peuvent bénéficier d'informations complètes et exhaustives. Complètement. Juste rester un tout petit peu sur le logement. Quand on part à l'international en mobilité, là aussi, on peut être accompagné ? Bien sûr, c'est le principe même de la mobilité. Une mobilité, elle est apprenante et accompagnée. C'est le principe que l'on essaie de développer. Donc ça veut dire qu'une mobilité, ça se gère en amont, pendant et après la mobilité. En amont, parce forcément, il doit y avoir une préparation interculturelle pour mieux préparer à la mobilité, pour faire face à des situations auxquelles on n'est pas confronté dans son quotidien. Donc on travaille au niveau de l'éducation nationale avec des associations qui aident les jeunes à préparer leur mobilité sur l'interculturel. Les enseignants aussi ont cette tâche à effectuer auprès des élèves qui vont partir en mobilité, en stage professionnel, par exemple. Ce que vous disiez tout à l'heure sur les pairs, rien ne vaut que la promotion d'une mobilité à l'international et surtout peut-être encore plus à l'international par les pairs, par des jeunes qui ont vécu cette expérience et qui vont manifester l'intérêt à la fois culturel, l'intérêt au niveau de l'avancée professionnelle, sur les compétences professionnelles qui vont être développées, mais aussi les compétences interculturelles qui vont être développées, les compétences linguistiques, bien évidemment, j'allais oublier d'en parler. Donc tout cela, ces jeunes-là vont faire la promotion d'une mobilité à l'international. Pendant la mobilité, les jeunes sont accompagnés par leur tuteur. Alors si c'est un stage, le tuteur va aller sur le lieu de stage, rencontrer le jeune ou l'installer, au moins l'installer. Surtout, je pense en particulier à des jeunes qui sont en première et qui effectuent leur premier stage à l'étranger. Donc, ils sont accompagnés sur leur lieu de stage, ils sont suivis ensuite à distance par les enseignants, et l'enseignant revient à la fin du stage pour effectuer la validation des compétences avec le tuteur qui sera nommé dans l'entreprise dans laquelle aura été placé le jeune. Donc, l'accompagnement, il y est avant, pendant et après, parce qu'il faut apprendre à valoriser la mobilité à l'international, notamment, qui a été effectuée. Donc, savoir quels sont... parce que c'est difficile parfois de dire, voilà, j'ai fait un séjour d'études, j'ai fait un stage à l'étranger, c'était bien, ouais, c'était génial, d'accord. Mais ensuite, l'objectif, il est quand même aussi de valoriser toutes les compétences qui ont été acquises et de les faire valoir auprès d'un futur employeur, par exemple. Voilà, donc être beaucoup plus concret et être beaucoup plus savoir en parler, voilà. Et au niveau des diplômes, les séjours à l'étranger sont valorisés puisque au niveau des lycées professionnels, il y a une unité de mobilité qui est une option qui se passe en terminale avec le bac et qui acquiesce des compétences acquises à l'occasion d'une mobilité à l'international. Même chose pour les séjours d'études, puisqu'à partir de la rentrée prochaine, les élèves dès la seconde qui auront effectué des séjours d'études d'une certaine durée pourront présenter une option également au niveau du baccalauréat et valoriser cette expérience sur leur diplôme du baccalauréat. Et vous avez parlé de stage aussi, pendant que vous étiez en train de parler, vous avez mentionné le terme de stage tout simplement. Comment on fait aussi, comment on est aidé, alors aussi bien à l'international et après en France, pour trouver un stage parce que c'est Pour trouver un stage. Évident. Alors comment trouver un stage? Alors ça, c'est souvent alors soit l'élève, par ses contacts personnels, peut trouver un stage, surtout à l'étranger, je reconnais, c'est difficile. Ensuite, les établissements scolaires, les lycées professionnels, par exemple, qui sont surtout eux qui sont concernés par des stages dans l'enseignement secondaire. Les lycées professionnels les enseignants ont leur carnet
d'adresses. Et au niveau du rectorat, nous, ce que nous faisons, nous avons quand même des partenariats privilégiés. On a des accords de coopération avec des régions partenaires dans les différents pays. Par exemple, en Espagne, on a des accords privilégiés avec la Navarre, avec l'Aragon, la Rioja, le Pays Basque. En Allemagne, ça sera avec le Land-Ouest, qui est aussi le partenaire de la région Aquitaine. En Italie, c'est la Toscane. Donc, ces accords privilégiés nous permettent de mettre en place une coopération au bénéfice des établissements scolaires et au bénéfice des élèves pour des projets, justement des projets de mobilité. Ouais. J'ai une petite question encore pour vous, tant qu'on est sur ce domaine international. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager de faire un cursus à l'étranger sans restriction qu'on a connue sur ces 2 dernières années? Est-ce que c'est revenu à la normale? Alors, je ne vous demande pas de me faire une prédiction. Je sais que vous n'êtes pas une voyante, vous n'allez pas dire oui, dans 3 mois on ne pourra plus, mais dans 4 mois oui. Mais dans l'idée générale, est-ce qu'on retourne vers quelque chose de normal ou est-ce qu'il y a encore quand même quelques freins à pouvoir vivre ce que d'autres ont vécu un petit peu avant? Voilà, alors c'est vrai qu'il y a avant le Covid, il y a avant Covid, après le Covid, on ne sait pas si on est après le Covid encore, mais disons qu'on se rend compte quand même que les jeunes ont envie de bouger, ont envie de partir à l'international. On a des dispositifs au niveau du rectorat qui leur permettent de faire dès la 3e des séjours d'études à l'étranger, des séjours sur la base d'un échange réciproque. C'est-à-dire qu'on a par exemple des élèves de 3e qu'on envoie en Navarre pour passer 4 semaines dans un établissement en Navarre et ils vivent en famille. La même chose se fait vers la Toscane, vers nos régions partenaires, vers le Land-Ouest. Pour le Land-Ouest, on a reçu une centaine de candidatures. Donc les jeunes ont envie de bouger. Pour la Navarre, on a eu également une 60aine de candidatures, une 30aine pour l'Aragon. Ça paraît peu peut-être au niveau d'une académie, mais cela montre quelque part qu'il y a cette volonté, cette envie de bouger. Est-ce qu'il bouge? Après, au niveau des établissements scolaires, je dois vous avouer que le Covid, on a l'impression d'en sortir maintenant, depuis après les vacances de février. Jusqu'aux vacances de février, je reconnais qu'il y a eu quand même beaucoup de restrictions. Parce que le Covid était encore bien présent dans les différents pays européens. Donc après, mettre en place un projet de mobilité, ça nécessite une organisation en amont, des mois de préparation, une préparation pédagogique. C'est toujours basé sur un projet pédagogique. On parle de moins en moins de voyages scolaires. Ce n'est pas ce que l'on veut promouvoir. On veut promouvoir des échanges qui soient pérennes et qui soient dans la durée et qui permettent de mettre des élèves en contact avec d'autres élèves. Visiter une ville, c'est très bien. Faire un voyage scolaire, c'est très bien, c'est un premier pas. Mais avoir un échange et puis travailler autour d'une thématique qui peut être le développement durable, qui peut être l'accueil des élèves, des élèves allophones, des élèves qu'on dit qui viennent de l'étranger, qui peut être sur l'inclusion, qui peut être sur toutes sortes de thématiques. C'est quand même plus porteur qu'un simple voyage. Mais il y en a encore, bien évidemment, et heureusement. Oui, c'est clair. Je voudrais qu'on parle aussi de quelque chose. On voulait d'un peu le terme d'inclusion. Comment ça se passe la vie étudiante, par exemple, quand on est handicapé? Alors, on est peut-être dans un fauteuil, on a un handicap. Comment se passe cette vie étudiante? Est-ce que l'université, par exemple, est-ce que le parcours en études supérieures est adapté pour ces gens qui ont cette difficulté? Si je peux répondre en matière de logement, justement, au niveau du Crous. Donc nous, dans toutes nos résidences, nous avons un parc adapté aux personnes en situation de handicap, avec reconnaissance par la MDPH et sur évaluation du service social du Crous de Bordeaux. Et en lien, bien évidemment, avec les différents directeurs de résidence, nous sommes en capacité d'accueillir des étudiants en situation de handicap, parfois handicap très lourd. Voilà, notre parc est adapté et en tout cas le suivi l'est tout autant pour permettre à ces étudiants d'intégrer nos résidences. D'accord. Parfait. Je reviens moi sur les stages, parce qu'on a parlé de stages à l'international, mais en France, si on a envie de faire un stage en France, comment est-ce que, et qui peut nous accompagner? Alors vous avez parlé de réseau, mais on n'a pas toujours forcément du réseau autour de nous pour trouver des stages.
Vers où on se dirige en fait pour trouver un stage ? Nous, on les accueille et on les conseille par rapport à la recherche de stage. On les aide aussi à faire leur CV, leur lettre de motivation. Parce qu'une lettre de motivation pour un stage, c'est comme une lettre de motivation pour un emploi. Il faut bien qu'ils comprennent qu'ils sont dans la même démarche qu'une recherche d'emploi. Et puis en fonction de leur projet, donc c'est pour ça demande un petit entretien pour discuter avec eux, on essaie de les orienter vers des entreprises du secteur d'activité ou qui correspondent à leur projet, en leur conseillant souvent la candidature spontanée, parce qu'en fait, des sites avec des offres de stage, il y en a, mais très peu d'entreprises, certaines le font, mais elles le font trop régulièrement, elles fonctionnent, j'exagère un peu, mais des entreprises qui prennent des stages tout le temps régulièrement, il faut aussi faire attention, et souvent, elles prennent des stagiaires de par des candidatures spontanées qui arrivent, où elles se disent, tiens, il y a un profil intéressant, le CV, il y a un projet, ça serait bien de rencontrer ce jeune, et puis ça peut donner par la suite, effectivement, donner lieu à un stage. Complètement, ouais. Et je pense qu'on va insister là-dessus aussi, c'est les candidatures spontanées, c'est se diriger vers quelque chose qui nous plaît, vers une entreprise qui nous donne envie, et faut aller la voir, aller toquer à la porte, comme vous l'avez dit, faire une candidature spontanée. Mais en tout cas, c'est la priorité. Après, des fois, on est obligé d'ouvrir vers d'autres secteurs, parce que le secteur dans lequel on postule n'est pas forcément Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, là, au niveau, vous n'êtes pas simplement un point d'information, on va récupérer des brochures, éventuellement un conseil, vous pouvez également avoir un suivi avec des personnes formées qui vont pouvoir accompagner l'étudiant dans ces démarches, mais ça peut être une démarche pour le logement, pour un stage, pour une bourse. Exactement. C'est un partenaire en fait de l'étudiant. On peut donner une première information à l'accueil, il y a une chargée d'information. Si on sent que le jeune qui vient de nous voir a besoin de plus d'informations ou que sa demande d'être traité, qu'il y a vraiment une recherche d'informations à faire derrière, on propose un rendez-vous individuel qui dure 3/4 d'heure, 1 heure en général. Alors ça peut être sur la thématique de la recherche d'un logement, d'un stage, d'une alternance, d'un job, voilà. Justement, la recherche de job, là aussi, comment... Alors, je pense que sur le stage, job, on mange un petit peu à peu près au même niveau, mais... Là, on a plus d'offres. Il y a plus d'offres. Actuellement, oui. Oui, il y en a beaucoup. Oui. On a un site job.pourlesjeunes.com qui couvre toute la Nouvelle-Aquitaine. Sa caractéristique, c'est que c'est vraiment des emplois pour les jeunes. Donc, on ne va pas leur demander de diplôme en particulier ni une expérience conséquente. C'est du job et du petit boulot, beaucoup à temps partiel. Il y a aussi du plein temps. Et beaucoup d'étudiants. Alors, il y a aussi... je vais laisser le site du Crous. J'allais y venir au même titre que la plateforme Locavise pour les logements. Nous avons la plateforme JobAvise qui recense les offres d'emploi pour les étudiants. Bon, on a parlé de ces aides-là, que ce soit des aides essentiellement financières quand même. Moi, j'aimerais qu'on aborde un thème, c'est la santé. Alors, ça peut être un mal-être, mais ça peut tout bêtement. Je suis étudiant. J'ai un rhume, j'ai besoin d'aller consulter un médecin. Je sors de chez papa et maman où là, je suis sous le couvert généralement du régime de la sécurité sociale des parents. Je change de vie, je deviens étudiant, je m'émancipe et je ne suis pas à l'abri de tomber malade et d'avoir besoin d'une consultation médicale pour un tout petit truc ou pour quelque chose de plus grave. Concrètement, comment ça se passe ? Souvent, ils sont perdus. Non, mais c'est vrai que s'ils n'ont pas les parents, après, ils peuvent toujours demander conseil aux parents. Mais c'est vrai que c'est pareil, les démarches auprès Amélie, la sécurité sociale, la mutuelle, il faut les informer un petit peu. Quand on passe du statut de lycéen étudiant, souvent, ça rime avec changement de région, changement de ville. On devient carrément autonome, enfin en tout cas il faut qu'on le soit, et c'est pas simple. Donc c'est vrai que nous on leur conseille beaucoup, dans toutes les universités il y a les centres de médecine préventive quand même, qui sont accessibles aux étudiants, qui avec des tarifs adaptés bien sûr aux étudiants. Donc c'est vrai qu'en priorité on leur conseille cette démarche-là. Oui. Par exemple, concrètement, moi j'ai ma fille, dont je vous expliquais avant, qui a sauté le pas. Quand on a rempli les papiers pour l'APL, par exemple, comme ça, elle m'a toujours demandé, mais papa, je mets quelle adresse ? Mon adresse à Bordeaux ou l'adresse de la maison ? Par rapport à la demande... Où est-ce qu'un étudiant doit se faire envoyer son courrier ? Où est-ce qu'il est domicilié ? Il est domicilié sur son logement étudiant ou il est domicilié à la maison toujours ? À partir du moment où il a un logement, il est domicilié sur son logement étudiant de sa ville. Enfin, ça me paraît le plus simple. Oui. Parfait. Parce que même au niveau des aides de la CAF ou autre, s'il a une aide de la CAF, il est domicilié, il faut qu'il soit domicilié dans le logement où il touche l'aide. Enfin, ça paraît c'est logique. Normal, oui. Voilà, ouais. Sauf que moi, je vous dis ça parce que pour l'étudiant, pour lui qui n'est pas du tout au fait de cette
paperasse administrative. Oui. Pour lui, c'est encore les parents qui vont l'aider, qui vont s'en occuper. Donc, si le courrier arrive chez papa et maman, c'est plus facile pour être aidé que si je reçois dans la boîte aux lettres un courrier de la CAF. Mais on est bien d'accord, mais à partir du moment où il fait une demande de la CAF, il a fait en son nom. C'est ça. C'est pas les parents qui font, enfin rarement, parce que sinon ils peuvent perdre aussi des prestations. Voilà, non. Donc, le logement est à son nom, même si c'est les parents qui financent le loyer ou autre, donc son adresse reste dans son logement étudiant. C'est un bon conseil qu'on peut donner aux futurs étudiants. Ça y est, vous êtes grand maintenant. Oui, et autonome, et indépendant. C'est ça. Mais c'est sympa, hein, mais je veux dire, c'est positif, hein, mais c'est vrai que... Et pour les parents, c'est bien aussi quand ils sont autonomes. Et fort connectés, donc en capacité aussi de pouvoir se connecter aux applications et à leurs adresses mail personnelles sur lesquelles on communique beaucoup. Et nous, notamment, sur tout le volet bourse et logement, c'est via la plateforme Mes Services Étudiants que les étudiants peuvent suivre leur dossier, alimenter avec d'autres pièces nécessaires la constitution des dossiers. Et ils reçoivent également beaucoup de mails, beaucoup de SMS. Donc on est aussi en capacité d'échanger de manière dématérialisée, très bien, hors voie postale. Complètement. Il y a un sujet aussi qu'on n'a pas encore abordé, que je trouve intéressant, important, parce qu'on le dit, c'est bien d'avoir des études, d'être à l'aise là-dedans, mais il y a plein de choses qui se passent à côté, notamment la culture. Est-ce que là aussi il y a des aides si on a envie d'aller au musée, mais qu'on n'a pas forcément les moyens d'y aller? Comment ça se passe? Et je parle du musée, mais aller au théâtre, aller à l'opéra, aller... La carte étudiante, c'est un sésame qui ouvre beaucoup de portes à moindre frais. Et le pass culture. Le pass culture, ouais. Alors, comment on peut l'obtenir ? À partir de... il suffit de télécharger l'application. Alors, jusqu'à présent, enfin, depuis peu, c'est ouvert aux jeunes lycéens et même collégiens, à partir de 14 ou 15 ans, je ne sais plus. Avant, c'était réservé aux plus de 18 ans. Donc, c'est une somme à dépenser dans les musées, dans les cinémas, dans les concerts, dans les librairies... Bon. Et après, c'est vrai que la carte étudiant apporte beaucoup de réduction. Et oui, et au-delà de la carte étudiant, au niveau du Crous, nous proposons tout un panel d'activités culturelles, donc des concerts, accès à des représentations, théâtre, autres animations culturelles sur les campus, que l'on finance pour beaucoup grâce à la contribution vie étudiante et de campus, à laquelle souscrivent les étudiants au moment de leur inscription universitaire. Donc, ce qu'il est important de préciser, c'est que cette contribution nous permet, nous, au niveau du Crous, d'investir beaucoup sur le champ de la culture. Sur le campus de Pessac, par exemple, nous avons une salle de concert de 500 places, un café culturel, des salles et des studios de répétition qui sont à disposition des étudiants. Donc, voilà, une infrastructure assez conséquente qui nous permet aussi de développer en matière culturelle beaucoup de possibilités. Parfait. Pour les étudiants qui nous regardent, il nous reste quelques minutes ensemble. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer ou quelques conseils à leur donner? Je rappelle aussi qu'on s'adresse à des élèves de première qui vont bientôt passer en terminale, si tout va bien, ce que je leur souhaite. Quel message? On se fait un petit dernier tour de table. Le message que vous aimeriez leur faire passer? Oser la mobilité. Ouais. Oser la mobilité. C'est pas peut-être parce que je prône mon travail et puis la mobilité en Europe, parce que c'est une telle richesse. Vous parliez de confiance en soi tout à l'heure, donc c'est une façon de gagner de la confiance en soi, c'est une façon de s'ouvrir aux autres, c'est une façon de valoriser ce sentiment d'unité européenne aussi, c'est important, hein, l'esprit de citoyenneté européenne, comment le développer si ce n'est par la mobilité, apprendre à connaître l'autre, à le rencontrer. Et c'est tellement riche, donc oser la mobilité. On le voit en ce moment, l'importance de l'Europe. Tout à fait. Autre sujet, mais important quand même. Qui veut intervenir? Moi, je leur conseillerais de vivre pleinement leur vie étudiante. C'est vrai que malheureusement, avec la période qu'on a connue, la pandémie, on a vu beaucoup d'étudiants vraiment... pas bien, mal dans leur peau, décrochés, et puis qui n'ont pas le sentiment, moi c'est ce que je dis, le passage de la vie étudiante, c'est quelque chose qu'on ne vit qu'une fois. Et j'aimerais vraiment qu'ils puissent en profiter pleinement l'année prochaine. Complètement, profitez-en autant que vous pouvez. Après, oser la mobilité, j'aurais envie de dire oser aussi l'engagement, la solidarité. Voilà. Donc, pour les lycéens dans quelques villes, je sais qu'à La Rochelle, en tout cas, c'est le cas, il y a aussi du mentorat lycéen. Donc, c'est un peu différent, mais ils peuvent aussi s'engager en étant lycéens. Donc là, c'est un peu différent, parce que normalement, les étudiants, ils se déplacent à domicile des jeunes accompagnés. Donc, c'est... Voilà.
Là, le mentorat lycéen, c'est qu'1h30 par semaine et c'est encadré par l'équipe de la FEV. Donc c'est un premier pas en douceur dans l'engagement, dans le bénévolat. Et puis on parlait de stage, d'emploi, mais il y a aussi la question de l'engagement à travers le volontariat en service civique aussi. Oui. À l'échelle régionale, la FEV reçoit chaque année, donc là cette année je crois qu'on a 150 volontaires en service civique sur des questions d'éducation, sur questions de vie étudiante aussi, des étudiants qui sont aussi en volontariat de service civique et qui s'engagent pour faire en sorte que les autres étudiants se sentent bien sur leur campus. Donc ça, c'est le volontariat, c'est entre 16 et 25 ans qu'on peut le faire. On peut le faire qu'une fois dans sa vie. Donc bien réfléchir aussi dans quel domaine on a envie de s'engager. Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est le développement durable? Il y a possibilité aussi de le faire d'ailleurs à l'étranger, en volontariat. Il y a des vastes possibilités, on est d'accord. Et au Crous aussi. Mais bien sûr. Frédéric, un dernier mot pour conclure? Oui, moi ce serait plutôt pour rappeler que le Crous est aux côtés des étudiants et qu'effectivement il faut vraiment avoir le réflexe dans l'objectif d'être accompagné, de réussir pleinement ses études, de faire appel au service du Crous. Il n'y a pas de honte à aller demander un coup de main. C'est ça. Non. Ni une information quelle qu'elle soit. Nous avons une plateforme téléphonique, un service toujours disponible. Mesdames, merci beaucoup. On a passé rapidement, trop rapidement à mon goût, 3/4 d'heure avec vous, une mine d'informations, de l'espoir pour tous et toutes, pour pouvoir accéder à ses rêves par ces choix d'orientation. Le téléphone ne va pas tarder à sonner. Alors on va faire parce qu'on a déjà pas mal de questions, parce qu'on nous parle dans l'oreillette en même temps, on nous dit il reste plus beaucoup de place. Si vous avez encore des questions, les dernières, c'est ce numéro qui est là, 05 2 x 57 2 x 73. Vous nous appelez maintenant parce que d'ici 1/4 d'heure, 20 minutes, ce sera trop tard. Si c'est une question, tant qu'elles sont là, si jamais elles ne sont pas encore parties, on aura le temps de les repêcher, de les faire venir sur le plateau. Exactement. Pour l'instant, nous allons changer de plateau. On va faire une toute petite pause, le temps de changer nos intervenants. Merci beaucoup. Merci mesdames. Merci à vous. Merci de vos belles actions pour les étudiants. Bravo. Merci. Et dans quelques minutes, le téléphone sonne, on répond à toutes vos questions. À de suite.